Alors, nous allons passer donc à notre invité suivant. Donc, cela, c'est un témoignage d'une entreprise qui date déjà depuis plusieurs années. C'est loin d'être une petite start-up d'hier. C'est les établissements Perrin. Donc, tout de suite, nous allons appeler Fred Perrin. Allô, oui. Bonjour, Monsieur Perrin. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la Web TV Bourgogne-Franche-Comté. Merci. Alors, vous êtes à la tête d'une entreprise qui a déjà quelques années au compteur. Oui, effectivement, l'entreprise existe depuis 1644. Wow. Qui avait été fondée précédemment par la famille de Sault-Tavannes. Et quelle était l'origine de l'entreprise? Alors, à l'entreprise, c'était plutôt de la production d'acier suite aux nombreux hauts fourneaux qu'il y avait en Côte d'Or. Et c'était pas tout de suite des outils de jardin et pour le bâtiment et pour le déneigement que l'on fait aujourd'hui. D'accord, c'était plutôt des armes? Non, c'était plutôt des barres d'acier, de l'acierie, et puis également ensuite des roues de charron, des choses comme ça. D'accord. Et ça a toujours été fait au même endroit? Ah, ça a toujours été fait au même endroit. En 1644, les bâtiments, d'ailleurs nos bureaux, le premier corps de bâtiments date de cette époque. Hein. Les bureaux sont dans les bâtiments en pierre apparente au bord de la rivière. Le côté sympa, c'est qu'on se servait de la force motrice de l'eau pour faire la production ou produire également l'électricité. Et donc nous sommes sur une île qui a ses côtés sympas pour le côté visibilité de la rivière et autres, mais par contre problématique lorsqu'il y a des crues comme on a connu dernièrement. D'accord. Et donc vos entreprises, forcément datant des années 1600, vous avez vécu plusieurs crises les unes à la suite des autres au fur et à mesure de l'histoire de France. Oui. Comment vous avez fait pour pouvoir survivre malgré toutes ces crises? Alors il y a eu des ventes, hein, puisque différentes étapes. L'usine a été fondée en 1644 par la famille de Sault-Tavannes. Après, à l'abolition de la royauté, elle appartient au duc de Sault-Tavannes, pair de France, inscrit sur la liste des immigrés de 1793. Après séquestre, la forge a été vendue aux enchères à Dijon, ainsi que aux fourneaux, au nom de la République française. Ensuite, elle change successivement d'acquéreur. Et lors de la faillite de 1861, elle appartient aux sociétés de forges et aux fourneaux de Côte d'Or. Puis elle est revendue à d'autres acquéreurs qui étaient M. Javelier de Remiremont dans les Vosges et l'exploite de 1862 à 1866. Et ensuite arrive seulement la famille Perrin à cette période-là, puisque la veuve de ce monsieur Javelier se remarie avec Adolphe Perrin, un arrière-grand-oncle à moi, et donc père et fils exploitent après la forge de 1895 à 1928, jusqu'à leur décès successif. Et puis en 1934, bien après, ça devient établissement Perrin, société anonyme. Puis en 1967, elle est dirigée par mon père, mais qui décède très tôt, en 1983. Et ensuite, elle a été dirigée, par la suite, mon frère avait arrêté sa carrière d'ingénieur aéronautique chez Airbus et l'aérospatiale pour reprendre l'usine. Mais malheureusement, mon frère est décédé il y a 2 ans. Donc moi, je me retrouve à la tête de l'entreprise depuis mars 2010. D'accord, donc c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Ah, ça c'est clair. Hein. C'est pas ce qui était prévu. Enfin voilà, on aurait aimé une autre histoire, mais bon, c'est celle-ci. Hein. Et vous avez commencé à fabriquer donc des outils à partir de quand? On a commencé à fabriquer des outils vers 1890. D'accord. C'est donc Adolphe Perrin et Alfred, son fils, qui fabriquent les premiers outils à main et des pièces détachées de machines agricoles aussi. Donc c'était des pelles, des bêches principalement et des versoirs de charrues, des articles pour l'agriculture.
Et depuis ces années-là, est-ce que les produits ont beaucoup évolué ou c'est toujours les mêmes au final? Mais non, il n'y a pas énormément d'évolution. Alors, en France, il y a beaucoup d'articles différents suivant les régions. Donc, les Français sont assez tenus à leurs habitudes. Donc, on a épuré encore le catalogue, mais on a des pelles Alsace, des pelles charentaises, des pelles d'Angoulême. Il y a à peu près toutes les régions qui passent. On a tous nos moules, évidemment, on a tout gardé. On ne les produit pas tous les jours, mais on est capable de faire 22 000 pelles par jour différentes, de différents modèles. Voilà. Après, les outils ne changent pas beaucoup. C'est un peu compliqué d'ailleurs pour l'export, parce que l'export, dans d'autres pays comme l'Angleterre ou les pays nordiques, l'emmanchage est différent, donc l'outil aussi différent. Voilà, c'est pas évident de faire de nouveaux outils. Alors ensuite, là, on a lancé, depuis le décès de mon frère, on a lancé un kit règle équerre, qui est un produit révolutionnaire, où il tenait à le faire, donc on a dit à les banques on le fait. On a fait faire nos moules en France et on les a mis chez les impressionnistes dans le Jura, pas très loin de chez nous, pour que le produit soit 100% français, parce que ça, on y tient. On fabrique 80% de nos 1200 articles sont fabriqués ici à Tixatel et nous, très peu d'imports et quand on ne fabrique pas, on souhaite que ça soit le maximum européen. Et donc là, ce kit règle équerre, eh bien, on peut faire 15 longueurs de règles différentes et 14 équerrages différents avec 4 bouts de règles aluminium qui s'emmancent les unes dans les autres avec un manchon en polyamide fibré, chargé en fibre de verre. Donc la fibre de verre, ça on ne le fait pas, mais on a nos moules que l'on a mis dans le Jura. Et ça, c'est un produit 100% français, ça n'existe pas sur le marché. C'est le petit film qui passe actuellement sur votre écran. D'accord. Et c'est justement, vous êtes dans un milieu qui est quand même très concurrentiel. Comment une petite entreprise, parce que vous avez combien de salariés? On ne sommes que 19. Voilà, donc vraiment une petite entreprise. Comment fait-elle pour être rester concurrentielle, pardon, par rapport à d'autres groupes qui pourraient se développer et se mettre en route? Alors nous, on existe encore uniquement parce qu'on fabrique de la qualité et on est connu pour ça. On a très très peu de retours, c'est vraiment dérisoire. On a d'ailleurs fait des gens comme Castorama, on fait partie des meilleures notes de qualité d'articles. Après, c'est sûr que c'est relativement dur. Donc, on fournit essentiellement des magasins ou des enseignes qui prêchent la qualité. Après, on ne peut pas se battre contre des gens qui ne font que de l'import chinois ou qui ne référencent que de l'import chinois à des prix défiant toute concurrence, où on retrouve des articles ayant des prix en dessous la matière première en Europe. Donc, là-dessus, on ne se battra jamais et on ne peut surtout pas y aller de toute manière. Et qu'est-ce qui fait qu'un outil est de qualité ou qu'est-ce que les gens recherchent? Alors, c'est d'abord les qualités d'acier, puisque précédemment, on avait notre propre laminoir. Moi, quand j'étais gamin, on prenait des roues de wagon qu'on découpait en bandage dans la cour. Et puis, on avait notre propre laminoir qui marchait avec la force motrice de l'eau. Et puis, en 1980, mon père avait acheté un dérouleur que l'on a pu mettre en ligne dans un atelier spécifique. Et là, on achète des bobines d'acier spécifiques, permet d'avoir un acier ayant une trempe à l'eau froide et une dureté fantastique, puisqu'on arrive à 185 kg au millimètre carré de dureté sur une pelle, une bêche, un râteau. On utilise le même acier pour tous nos articles, chose qui est loin d'être le cas pour d'autres confrères. Pour vous donner une image, une pelle chinoise, c'est 40 kg de dureté au millimètre carré, donc c'est du chewing-gum. Une pelle européenne ou certaines autres pelles françaises seront entre 90 et 120. 120, c'est pas mal, mais voilà. Et nous, on est à 185, donc bien au-dessus du lot. Ensuite, ça passe aussi par le choix de l'aluminium pour les pelles à neige. Nous, on fabrique nos pelles alu avec du 2,45 mm d'épais quand nos confrères et concurrents sont en 2 mm. Quand notre pelle rendement un peu plus petit est en 2 mm, nos confrères sont en 1,8 mm. Voilà, on est toujours au-dessus du lot. Malgré tout, on arrive à se placer en prix. Et puis le choix des manches. Chez nous, aucun manche n'est un manche d'import. Tous les manches sont issus des forêts
Nord-Côte d'Or ou Sud-Marnaise, 100% PEFC ou FSC. Donc on a les deux normes, et puis que du frêne ou du hêtre en premier choix. Pas de bois d'import, pas de touari, pas d'eucalyptus, pas de pin, pas de choses comme ça chez nous. Et comment on fait pour pouvoir survivre et garder son entreprise à l'heure actuelle? Il faut se battre, il faut se déplacer tout le temps, il faut essayer d'avoir le maximum de contacts. Donc l'avantage, c'est que mon frère faisait partie d'un club qui s'appelle Génération Jardin, et puis d'un autre qui s'appelle Génération 4.0, qui regroupe une vingtaine d'entreprises différentes dans des secteurs différents, mais où on se retrouve sur les mêmes places de marché avec des acheteurs communs en France. Donc ça va de la serrure, des serrures, des robinets de radiateurs, des choses comme ça. Mais toujours est-il qu'on a les mêmes contacts pour les référencements, et on se tient au courant comme ça tout quotidiennement, et puis également par des réunions à Paris tous les 15 jours. Entre clubs pour voir comment ça se passe et qui est le nouvel acheteur, comment toutes les infos marché. Donc ça aide beaucoup. Et puis après, il faut y aller, quoi. Faut avoir juste avant la crise, le début du Covid-19, je remontais de Toulouse où on a réussi à signer un bon contrat. Mais voilà, maintenant, il faut attendre que tout ça se décante un peu, et parce que ces gens-là voulaient des articles de qualité. Ils ont aussi d'autres articles, mais ils voulaient avoir des produits qualitatifs pour pouvoir proposer à leurs clients. Et toi, en tant que chef d'entreprise, est-ce que c'est pas décourageant de voir toutes les embûches qui nous tombent comme ça au fur et à mesure, ou au contraire, c'est quelque chose de galvanisant et qui nous pousse à aller plus loin? On va dire que j'ai l'habitude de me prendre des claques depuis que je suis petit, donc tous les 4-5 ans, je ne parle pas familièrement, mais avec tout ce qui nous est arrivé avec le départ de mon père, le départ de mon frère et tout, donc voilà, je m'accroche, et puis que chaque jour suffit sa peine, et puis on essaye tous les jours. De toute manière, on risque rien d'essayer de se battre et d'avoir des contrats. Donc pour l'instant, ça marche pas trop mal. On a fait des coupes franches, on a énormément réduit certains frais, et puis avant ce début de Covid-19, on était plutôt tranquille au point de vue trésorerie. Chose qui n'était pas forcément le cas depuis une dizaine d'années. Maintenant, voilà, ça remet pas mal de choses en question, et le confinement jusqu'au fin mai, ou début mai ou fin mai, à mon avis, de toute manière, fera que la saison jardin sera passée, fera que la saison neige a été très mauvaise, janvier-février, parce qu'il n'y a pas eu un gramme de neige, et on est quand même premier fabricant français de pelle à neige, et ça représente jusqu'à 50% de notre chiffre d'affaires. Donc les 6 premiers mois de l'année là sont catastrophiques. Après, voilà, on est comme tous les autres, on va se serrer les coudes et puis on avance, on verra bien ce qui va arriver derrière, mais bon, on va tout faire pour tenir le coup. Et est-ce que pendant ce confinement, du coup, tu as dû peut-être avoir beaucoup plus de temps libre? Est-ce que ça t'a permis d'avancer certaines choses que tu n'avais jamais eu le temps de faire? Ou est-ce que ça t'a permis d'avoir des idées, de nouveaux produits à développer? Oui, alors, de nouveaux produits à développer, on venait de sortir aussi un nouvel article qui s'appelle la Bean Cut, qui est quelque chose de très sympa pour un désherbage facile, vu que les phytos sont interdits maintenant. Donc là, on a sorti... donc là, c'est ce qu'on appelle le désherbage mécanique, c'est ça? Oui, désherbage mécanique, donc la Bean Cut, et on a fait un petit film aussi récemment dessus, où on a sorti avec 5 lames différentes pour pouvoir désherber. Voilà, c'est ce petit film-là où on a des articles avec des lames pour les graviers, pour les allées, pour les bords de trottoir, pour tout ça. Donc ça, on vient d'en passer une belle commande sur un référencement également, et puis j'étais aussi sur Lyon pour un deuxième référencement où ça devrait enclencher tout de suite derrière la crise du Covid là. Voilà, on essaye de développer comme ça. Donc toi, tu fais pas de vente directe, tu passes tout le temps par des grossistes? Il n'y a pas de vente directe. Après, il y a de la vente internet, mais par des clients qui s'occupent de revendre à des gens comme Mano Mano ou autres. Mais autrement, pas de vente directe. Alors, on a profité de ce confinement pour avancer un grand coup dans notre site internet qui est un peu vieillissant et on doit le refaire. Non, du tout, ça va. Et donc, c'est en cours, et voilà, des choses comme ça. Et puis également, j'ai
comme j'ai mis tout le monde à l'abri et que l'usine est fermée depuis le 18, même si on enregistre quelques commandes, ben, je vais préparer moi-même les commandes les après-midi pour faire 1 à 2 camions par semaine. C'est dérisoire en volume d'affaires, mais ça me permet de voir que c'était une galère à préparer, à faire ces préparations d'articles. C'est pas si facile que ça. Et parce que dans une commande, eh bien, on peut avoir une vingtaine d'articles différents, par 10, par 5, des râteaux, des pinettes, des silhouettes, des sécateurs, il faut aller de partout. Voilà. Du coup, tu vas réorganiser ton usine dès le retour de tout le monde? C'était déjà pas mal fait, bien fait, mais on voit que chaque tâche est quand même pas si facile que ça. Après, oui, il y a des petites choses à modifier, ça c'est sûr. Ouais. Eh ben, merci beaucoup en tout cas, et puis bon courage pour la suite. Et pour les jeunes entreprises, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner pour de choses à faire en cette période de confinement? C'est déjà de ne pas se décourager, c'est de faire, de bien vérifier d'avoir fait toutes les démarches nécessaires pour le décalage des charges, pour mettre ses employés au chômage partiel, et puis pour également, moi j'ai fait une demande pour le crédit d'État Le PGE? pour, voilà, au cas où la trésorerie, de toute manière, on sait que la trésorerie, ça va être compliqué 3 mois après la reprise, quoi, hein, parce qu'il n'y a pas eu de livraison et que chaque jour, les chiffres baissent. Donc, ça va être inquiétant là-dessus. Il faut bien préparer tous ces dossiers parce qu'on ne va pas être les seuls. Et je pense que ça va être un petit peu compliqué. Eh ben, merci beaucoup. Eh ben, très bonne journée à toi. Et puis, bonne préparation de commande cet après-midi. Merci. À bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.